Bonjour et bienvenue à tous et toutes à cette conférence. Si on peut reculer les diapositives, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue à tous à cette conférence à AVA. Je m'appelle Geneviève Lessard. Je suis la directrice du Centre de recherche RêVE et professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, qui est située dans la ville de Québec, province de Québec également. Et c'est la capitale nationale là, de notre province pour les personnes du Canada. Donc, par rapport au déroulement de ce webinaire, je vais commencer la présentation pour les quelques premières minutes. Question de situer quel est notre centre de recherche pour vous présenter très, très brièvement notre centre de recherche pour que par la suite vous puissiez mieux comprendre dans quel contexte notre collègue Sylvie Lévesque va faire la présentation principale sur le contenu qui a été ciblé aujourd'hui, puis il va prendre un peu plus de temps. Puis on va garder une quinzaine de minutes à la fin pour les questions commentaires. Donc, je vous invite à garder vos questions commentaires. Vous pouvez les déposer aussi dans la conversation, dans le chat. Et je vais gérer à la fin la période de questions-discussion. Donc, on peut passer à la première diapositive. Donc, le centre de recherche RêVE, qui est un centre de recherche qui est doublement financé. Donc, d'une part, par le Fonds québécois Recherche, Société, Culture, c'est l'instance au Québec qui finance les infrastructures de recherche. Et aussi financé par la Commission de la recherche de l'Université Laval, qui finance pour le centre de recherche, a ces deux financements-là. Et tout récemment, c'est-à-dire depuis avant hier, nous avons une co-direction parce que le centre de recherche grossit assez rapidement et c'était nécessaire maintenant de diviser la tâche de direction. Donc, je travaille avec ma collègue Catherine Rossi qui dirige le volet centre de recherche U Laval et moi, je m'occupe plus du financement qui est externe là, de notre bailleur de fonds québécois. Le centre de recherche est membre de l'Alliance canadienne des centres de recherche en violence basée sur le genre. Donc, nous sommes un centre de recherche interdisciplinaire et partenarial. Tu peux avancer le diapositive, s'il vous plaît. Donc, nous sommes un centre de recherche en partenariat qui rassemble plus de 200 membres et organisations. On a 40 membres chercheurs réguliers, 47 chercheurs collaborateurs qui proviennent du Québec, du Canada, de la France, des États-Unis, du Brésil, du Chili, de la Suisse, de l'Australie. Ce sont nos membres collaborateurs internationaux et nationaux. Et on a également 24 partenaires des milieux de pratique. Certains d'entre eux sont des regroupements d'organismes, comme des tables de concertation, des associations. Donc, il y a quand même beaucoup de partenaires qui sont rejoints par nos travaux et 169 membres étudiants. Les membres proviennent d'une diversité de disciplines comme le travail social, la criminologie, le droit, les sciences juridiques, les études féministes, la psychoéducation, psychologie, administration publique, anthropologie, réadaptation, sexologie, qui est la discipline de Sylvie, marketing, art littéraire, art visuel, design, counseling et orientation, mesures et évaluation, épidémiologie, santé publique. Donc, c'est quand même assez large là, comme type de recherche qu'on peut faire. À l'intérieur du rêve, du centre de recherche, il y a deux équipes qui sont aussi financées de façon indépendante des financements principaux comme centre de recherche. Donc, une qui porte sur la violence conjugale et l'autre sur les violences structurelles et la justice sociale. Et tu peux avancer encore, aussi un grand projet de partenariat CRSH sur la thématique de la sortie des violences. Chaque chercheur régulier dans le centre, chacun des 40 chercheurs dirige aussi un ou plusieurs projets de recherche. Donc, on a quand même une bonne partie de projets de recherche qui se font de façon parallèle là, dans le centre de recherche.
pour en savoir plus sur la programmation scientifique, les projets, les membres, les opportunités, la collaboration, je vous invite à consulter le site Internet, mais je tiens à remercier toute l'équipe d'AVA vraiment pour nous avoir invités aujourd'hui, Sylvie et moi, pour faire cette conférence parce que AVA, c'est un projet qui est important pour nous dans la programmation des projets très novateurs auxquels on croit. Puis donc, on est ici avec grand plaisir là, pour faire partie de cette conférence AVA. Là-dessus, je vais introduire brièvement Sylvie, puis je vais lui laisser la parole dans quelques minutes. Donc, Sylvie est professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Donc, elle est chercheuse, membre du Rêve, de l'équipe en violence conjugale et aussi du partenariat Retranche la violence. Elle dirige même l'un des chantiers de ce grand projet partenarial. Puis aujourd'hui, la conférence qu'elle va faire porte sur les violences reproductives. C'est son expertise et sur violences faites aux femmes en général. Mais le sujet spécifique d'aujourd'hui, c'est comme plus notre chercheuse vedette du Québec sur cette thématique. Il n'y a vraiment pas beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les violences reproductives partout dans le monde, mais on est très heureux de compter Sylvie parmi nos rangs. Puis Sylvie, je te laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup, Geneviève. Merci pour cette introduction très flatteuse. Merci à Ava d'avoir organisé ce webinaire. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais discuter avec vous. En fait, je vais vous présenter et idéalement répondre à vos questions, commentaires et échanger avec vous par la suite sur la question des violences reproductives. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on entend par violence reproductive? En fait, ça renvoie à l'ensemble des actes, omissions, contraintes qui portent atteinte à l'autonomie reproductive d'une personne, notamment en entravant sa capacité à décider librement si, quand et comment elle veut avoir des enfants. C'est donc un terme parapluie, vous l'avez deviné, dans lequel s'inscrivent différents types de violences, différentes formes de violences reproductives. On peut penser, par exemple, à la coercion reproductive. La coercion reproductive, je sais que vous avez eu aussi dans le cadre d'AVA une conférence sur ce sujet-là, notamment. C'est un sujet, moi, que je travaille depuis une dizaine d'années au Québec, pour lequel j'ai eu différents financements aussi. Donc, c'est vraiment les gestes qui sont posés dans le but de contraindre l'autonomie d'une personne et souvent en contexte de relations intimes. Donc, le partenaire qui impose des décisions, des choix, des contraintes à sa partenaire. Par exemple, le stealthing, donc le refus, le retrait non consensuel du condom. On parle aussi de sabotage contraceptif. On parle de l'imposition d'une grossesse, par exemple. Sous le chapeau des violences reproductives, on a aussi la question, on a aussi le phénomène des stérilisations imposées ou non librement consenties. Au Canada, ces événements-là, les stérilisations imposées non librement consenties, ciblent majoritairement des personnes autochtones, des femmes autochtones. Au Québec, on a une chercheuse qui travaille sur ces questions-là depuis plusieurs années, Suzy Basile. Elle a déposé récemment un rapport de recherche, donc la deuxième phase d'un projet de recherche, où elle a rencontré plus d'une centaine de femmes autochtones qui ont partagé avec elle leur vécu de stérilisation imposée, des gestes qui se sont produits jusqu'en 2022. Donc, on parle pas de choses qui se sont produites il y a très, très longtemps, on parle de choses très actuelles. Donc, c'est vraiment une forme de violence reproductive très importante. On peut penser aux violences reproductives aussi dans les rébellions armées, donc où les femmes qui font partie des groupes paramilitaires ou révolutionnaires se voient imposer de la contraception pour ne pas devenir enceintes et si elles deviennent enceintes, se voient imposer un avortement, même si ce n'est pas ce qu'elles souhaitent.
Et finalement, et là, ce n'est pas de façon exhaustive, là, mais je vous donnais quelques exemples, on a aussi la question des violences obstétricales et gynécologiques qui, elles, se produisent dans le contexte de soins de santé reproductive, donc commis par des institutions ou par le personnel soignant. Et c'est de ce sujet-là dont je vais vous parler aujourd'hui plus précisément. Il faut comprendre que ce sont des violences qui s'inscrivent à la fois à un niveau structurel et à la fois à un niveau interpersonnel. Qu'est-ce que c'est que les violences obstétricales et gynécologiques? Je vais utiliser le terme VOG pour la fin de la présentation, question de gagner quelques secondes. En fait, il y a plusieurs définitions qui ont été proposées. C'est quand même un champ de recherche relativement récent, même s'il y a des travaux militants sur ça, surtout en Amérique du Sud depuis plusieurs années. Et j'emprunte ici la définition proposée par une collègue en droit à l'Université d'Ottawa, Audrey Ferron-Paraire, dans le cadre de ses projets qui renvoient aux violences comme étant des actes, des paroles ou des omissions qui se produisent au cours de soins obstétricaux ou gynécologiques qui sont qualifiés de maltraitants, irrespectueux, non consentis, abusifs ou encore discriminatoires par les personnes qui les subissent. Il y a donc une notion ici de subjectivité, d'évaluation personnelle de la situation. À cet effet-là, je trouve important de préciser que la notion d'intention n'a pas à être présente dans les violences obstétricales et gynécologiques pour être considérées comme des violences. C'est un argumentaire qu'on a fait, Audrey et moi, il y a plusieurs années déjà, en réponse à différents textes, notamment des associations, des regroupements médicaux qui s'opposaient à l'usage de ce terme-là, en invoquant l'argument que c'était heurtant pour le personnel soignant. Et nous, on prétend en fait que, comme c'est le cas dans les violences sexuelles, dans la violence conjugale, l'intention n'a pas nécessairement à être là pour pouvoir être qualifiée comme étant une violence constatée. Il y a plusieurs chercheurs qui ont proposé des façons de nommer et mesurer. Les travaux phares dans ce domaine-là sont vraiment de Bowser et Hill et de Boren. Boren nous a proposé en 2015 une typologie qui décline 7 formes de violences obstétricales et gynécologiques. Donc, on a les violences physiques, les violences verbales et psychologiques, les violences sexuelles et la négligence. On a au niveau d'avantage social la stigmatisation et la discrimination. Et enfin, au niveau structurel, on a 2 formes de violence, donc les soins non conformes aux standards cliniques. Et on a aussi toute la question des contraintes et l'organisation du système de soins de santé. Donc, on va revenir sur ces éléments. Est-ce que les VOG, c'est un phénomène d'exception? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez courant? En fait, au Québec et au Canada, on n'a pas un nombre très, très important de données ou d'études qui nous permettent vraiment de documenter et d'estimer l'ampleur de ce phénomène-là. Il y a en Colombie-Britannique un groupe de recherche, le Birthplace Lab, dirigé par Sarah Vasti-Vedam, qui mène des travaux vraiment exceptionnels depuis quelques années. Donc, l'étude canadienne Respect, ah, j'ai fait une erreur, bon, c'est pas grave, en fait, qui vraiment documente ces éléments-là. Ils ont développé des outils de mesure aussi fort intéressants et qui sont en mesure de proposer certaines données de prévalence, d'occurrence de ces phénomènes-là, notamment de l'autonomie décisionnelle ou de soins respectueux ou irrespectueux. Au Québec, on a aussi plusieurs études qualitatives davantage exploratoires, mais la plupart sont non publiées, c'est-à-dire que ce sont souvent des travaux de grande qualité, des mémoires, des thèses, mais qui se rendent pas nécessairement à bout du processus d'édition, qui, rappelons-le, est quand même lourd, et donc ces documents savants-là ne se retrouvent pas dans les journaux avec comité de pairs.
Par contre, il y a un travail vraiment important et je me permets de le redire, un travail militant important au Québec qui est fait pour porter à l'avant-plan la reconnaissance de cette problématique-là et notamment la défense des droits des femmes puis des personnes enceintes, donc des personnes qui peuvent accoucher. Il y a différentes initiatives. Il y avait la semaine dernière, en fait, la semaine mondiale de l'accouchement respecté au Québec et donc des organisations, notamment le regroupement Naissance respectée qui organise des événements. Il y a des zines, des articles dans des revues, les journaux, les quotidiens, par exemple la presse, Le Devoir ici, parlent assez régulièrement de ces sujets-là. Donc, c'est quand même dans l'espace public. Il y a aussi des prises de parole publiques, des dénonciations par des individus et des groupes, certains hashtags, par exemple Stop VOG, des lettres ouvertes dans les journaux, des groupes Facebook. Donc, il y a quand même une certaine effervescence, je dirais, autour de ces questions-là. À l'échelle internationale, c'est vraiment intéressant. Il y a des lois qui ont été amenées dans différents pays, notamment Venezuela, Argentine, Chili ou Mexique, via certains États fédérés comme le Chiapas, donc d'autres pays, Colombie, Équateur, Uruguay aussi, où ça va. Ce n'est pas toujours des lois précisément sur les violences obstétricales et gynécologiques, mais ce sont des fois des lois qui protègent contre les violences faites aux femmes et qui nomment ces éléments-là. Donc, il y a quand même une certaine reconnaissance de ce phénomène-là. Il y a eu dans les 4-5 dernières années la publication de rapports dans de nombreux pays européens, donc l'Union européenne, la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg ont produit des rapports, souvent à la demande de parlementaires, donc de députés et de ministres qui demandaient des commissions, une commission des enquêtes sur ces phénomènes-là. Donc, il y a vraiment quelque chose en ébullition aussi. Euh, Si on regarde, en fait, au niveau des données, je vous parlais un peu plus tôt de la typologie qui a été proposée. Euh, il y a aussi la revue systématique de Boren et collègues en 2015 qui ont tenté de faire un état des lieux quantitatif, mais comme les articles, les recherches publiées utilisaient vraiment des instruments de mesure très différents d'un à l'autre, définissaient la situation, le problème comme de façon très variable. On a donc des écarts entre 15% et 98%, donc ce qui est vraiment euh, très gros comme écart. Donc, on renvoie vraiment des fois à des phénomènes assez différents. Mais on constate qu'il y a vraiment de plus en plus d'études qui en font leur sujet principal. Donc, c'est vraiment des mesures pour aller évaluer la présence de ces formes de violence-là. Donc ça avance. Par contre, à tout le moins au Québec et au Canada, on n'a pas encore de prévalence populationnelle. Donc, il y a ni l'Institut de la statistique ici au Québec, ni Statistique Canada qui a décidé que c'était suffisamment important pour commander une enquête sur ce phénomène-là, ce qui serait, ma foi, fort, fort intéressant. Je prends quelques minutes quand même pour vous présenter une étude que la chercheuse dont je vous parlais de UBC a publiée en 2019. C'était une étude réalisée aux États-Unis, mais auprès d'un échantillon assez grand, peut-être 2200 femmes en fait. Et ils ont tenté de mesurer la prévalence de certains euh, soins irrespectueux. Et vous voyez les occurrences qui sont rapportées. Il y a en fait tout près de 17% des personnes qui rapportaient avoir vécu une forme de mauvais traitement lors de soins obstétricaux. Et l'étude, donc certaines analyses un peu plus avancées, des analyses de régression logistique, démontrent que tous et toutes, en fait, toutes ne sont pas égales devant les risques de vivre ces formes de violence-là. Donc, certaines populations sont plus vulnérables, notamment les femmes des minorités visibles ou dont le partenaire appartient à une minorité visible, les femmes plus jeunes et les femmes en situation de précarité sociale ou financière. Il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. Les mauvais traitements sont davantage rapportés dans les centres hospitaliers et dans les centres de naissance affiliés que dans les centres de naissance communautaires.
Et lorsque le suivi de grossesse est fait par un médecin, il y a un risque accru de mauvais traitement comparativement à lorsque le suivi est effectué par une sage-femme. Au Québec, on n'avait pas encore de gros projets jusqu'à temps que le Fonds de recherche du Québec, en collaboration avec le secrétariat à la condition féminine, lance un appel à projet, donc en 2022. Et une équipe dont je fais partie, en fait, j'ai rassemblé une équipe de chercheurs intéressés à travailler sur ces sujets-là et on a soumis une demande de subvention qui a été retenue. Et donc, c'est le projet Parole. Parole, c'est pour pluralité et amplification des voix pour le respect en obstétrique et en gynécologie. C'est un gros projet, donc une subvention d'un peu plus d'un demi-million de dollars sur ce sujet-là, donc ce qui est quand même en soi euh, une reconnaissance assez importante de la portée de ces violences-là pour la santé et le bien-être des femmes. Et les objectifs de ce projet-là, en fait, sont de faire un état des lieux sur les expériences de soins gynécologiques et obstétricales au Québec et de documenter aussi les contextes et les expériences de soins irrespectueux ou de violences gynécologiques et obstétricales. Comment on fait ça? Ben, en fait, c'est un projet en trois volets. Donc, un premier volet d'enquête, un sondage quantitatif auprès des personnes qui reçoivent les soins obstétricaux et gynécologiques, les terminés, des entretiens individuels avec des personnes qui ont vécu des violences obstétricales et gynécologiques, ce volet-là est terminé aussi, et une enquête et des groupes de discussion avec le personnel soignant, donc médecins, gynécologues, obstétriciens, infirmiers, infirmières, sages-femmes. Ça, c'est un volet qui est en cours. C'est un projet important en termes d'ampleur. Donc, vous voyez ici les logos des partenaires. Ce que je veux mentionner, c'est que c'est un projet qui réunit 10 chercheuses de 7 universités différentes au Québec, 10 partenaires communautaires en défense des droits des femmes et des personnes. Donc, autant des groupes LGBTQIA+, des ressources associées au Centre de ressources périnatales, d'autres qui sont davantage associés aux personnes immigrantes. Donc, on est vraiment allé chercher des partenaires dont les expertises peuvent nous éclairer sur différents enjeux et qui avaient le goût de travailler avec nous. Et on a aussi 8 partenaires institutionnels, vous le voyez là, donc les ordres professionnels, ce qui est quand même assez important. Donc, euh, ceux qui sont en fait responsables d'encadrer les pratiques de soins et aussi certains regroupements professionnels comme les regroupements des associations gynécologues obstétriciens, le regroupement des sages-femmes, etc. Donc, on est très, très content de la diversité qui est autour de la table pour ce projet-là. Maintenant que je vous ai parlé un peu du projet et de ce que c'est, bien entendu, j'imagine que vous avez le goût d'entendre un peu des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à documenter? Évidemment, ça va être limité en termes de ce que je peux vous présenter puisque bon, on n'a pas beaucoup de temps et puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de résultats. Donc, j'ai fait des choix. J'espère que ça vous convient. Le volet quantitatif s'est déroulé de juillet 2023 à janvier 2024. C'était une enquête en ligne. C'était une enquête en ligne pour laquelle on a bénéficié en fait des outils de mesure développés par l'équipe de UBC. Sarah Vedam a été formidable quand je l'ai contactée. Elle a accepté d'emblée de me partager tous les outils de mesure. Donc, il y a vraiment eu une collaboration. Et je t'ai mentionné, en fait, j'ai communiqué avec des chercheuses un peu partout à l'international, Espagne, Chili, etc. Et il y a toujours eu cette même réponse-là, vraiment ce désir de partager les outils, de partager les bons coups, de suggérer des façons de faire. Donc, il y a vraiment eu un esprit d'entraide que j'ai trouvé formidable. Ça fait quand même plusieurs années que je suis à l'université et c'est pas toujours quelque chose qui est présent, mais pour ce sujet-là, à tout le moins, j'ai vraiment eu l'impression qu'on souhaitait s'élever au-dessus de la compétition et vraiment collaborer ensemble. Donc, on est parti des outils de mesure développés par l'équipe de la Colombie-Britannique, mais qu'on a adaptés au contexte québécois et au contexte de notre enquête, notamment parce qu'on voulait inclure, nous,
tous les soins gynécologiques aussi qui sont importants dans les trajectoires reproductives des femmes et des personnes qui ont la capacité de devenir enceintes. Donc, on voulait pas se limiter uniquement à la grossesse. Donc, on a dû adapter certaines choses et couper aussi dans les indicateurs ou les items qui étaient là, puisque ça prenait un temps fou compléter en fait l'outil de mesure tel que développé originalement. On a recueilli plus de 1600 expériences de soins récentes. Donc, comment ça fonctionnait pour nous? Les gens étaient invités à participer et on ne mentionnait pas que c'était sur les violences, c'était vraiment plus les expériences de soins. Et question d'avoir un certain dénominateur commun, on a demandé aux gens de nous partager leur plus récente expérience de soins. Si les gens souhaitaient partager par la suite, répondre au questionnaire avec en tête une expérience de soins marquante, il et elle pouvaient le faire, mais d'emblée, les gens devaient répondre au questionnaire avec la plus récente expérience. Donc, ça nous permet d'avoir une espèce de commune mesure aussi, un dénominateur qui est un peu plus euh, similaire. Et donc, les ensembles de données ne sont pas les mêmes. Les soins marquants témoignent de parcours qui diffèrent un peu de soins de ceux du soin récent. Moi, je vais vous partager aujourd'hui les expériences de soins récents. Vous avez à gauche, en fait, je ne sais pas où sur votre écran, mais la page titre du rapport, le volet quantitatif, le rapport quantitatif a été publié et disponible en libre accès sur le site du Rêve. Donc, ce que Geneviève vous a partagé un peu plus tôt, vous pouvez aller le récupérer si vous êtes capable de lire en français. Il n'est pas traduit. Qui a participé? Ben, vous voyez ici les caractéristiques de l'échantillon. Donc, principalement, ce sont des femmes relativement jeunes. Donc, 50% de l'échantillon était entre 26 et 35 ans. La majorité était née au Canada, née au Québec, s'exprimait en français. La majorité s'identifiait comme femme. Euh, la majorité était aussi hétérosexuelle. Donc, vous avez ici les différents qualificatifs. En fait, qu'est-ce que je peux dire? On a quand même un échantillon qui a un niveau de scolarité peut-être beaucoup plus élevé que la population générale. Donc, évidemment, c'est un échantillon de convenance. Ça ne reflète pas la population du Québec. Ce n'est pas ce qu'on prétend non plus, mais c'est quand même 1600 expériences de femmes que je vous partage à l'instant. Le premier élément que j'ai choisi de vous présenter, en fait, ça cible le refus de traitement. Le refus de traitement, rappelons-nous, c'est en fait le droit de consentir à un soin et conséquemment d'en refuser un aussi. C'est vraiment à la base des droits en santé. Euh, et donc, on trouvait intéressant de mesurer un peu comment ça se produisait pour les personnes lorsqu'elles ne souhaitaient pas avoir un soin qui leur était proposé ou un traitement qui était proposé. Donc, comme vous voyez, il y a à peu près le tiers des personnes qui ont refusé lors de leur plus récente expérience de soins des procédures, des tests ou des médicaments. En soi, c'est pas surprenant. Ce qui nous intéressait, c'était de voir la réaction du personnel soignant lorsque la personne exprimait un refus. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une bonne proportion de personnes pour qui la décision a été immédiatement acceptée sans qu'il y ait de réaction. Pour l'autre moitié, par contre, ça se décline dans différentes réactions, c'est-à-dire que certains ont dû argumenter pour faire entendre leur choix. D'autres, on a accepté leur demande, mais on les a fait sentir coupables. D'autres ont fait intervenir un autre professionnel de la santé jusqu'à temps que la personne soit convaincue. Et enfin, certaines personnes ont subi la procédure ou le traitement contre leur gré alors qu'elles avaient manifesté un refus de traitement, qu'elles ne souhaitaient pas recevoir ce soin-là. Je vous présente aussi des expériences de soins irrespectueux lors de la dernière expérience de soins.
Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est que pour quand même une bonne proportion de la population, ils ont vécu des expériences, la population étant les personnes qui ont participé au sondage, ils ont vécu des situations où là où la professionnelle les ignorait ou parlait d'eux comme si elle n'était pas là. Ils se sont sentis négligés ou abandonnés par le personnel soignant alors qu'elles avaient besoin de soins. Il y a eu des propos impertinents sur le physique, les vêtements ou l'hygiène. Euh, Certains ont aussi été menacés par le ou la professionnelle de la santé. On parle quand même de 20%, donc une personne sur cinq à sa plus récente expérience de soins. Et certaines personnes estiment avoir été victimes de violences physiques, comme des contacts physiques agressifs, des gestes douloureux, des actes inutiles. Donc, presque une personne sur quatre. Donc, ce sont quand même des taux assez élevé. Moi, j'ai été un peu surprise de ces résultats-là. Lorsqu'on regarde si ces soins-là sont vécus de façon similaire par toutes les personnes en fonction de différentes caractéristiques identitaires, ben, on se rend compte que non. Donc, un peu comme l'équipe de UBC. Avec ça, on a tenté de faire des analyses. Je vous présente quelque chose de très simple ici, en fonction de l'appartenance ethnique. Donc, une auto-identification comme étant une personne racisée ou une personne blanche. Ce qu'on voit, c'est que les taux ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des différences significatives pour chacun des items et avec des taux euh, de soins irrespectueux vécus par les personnes racisées très, très élevés comparativement aux personnes blanches. Par exemple, prenons l'exemple de l'item «Je me suis fait menacer par le ou la professionnelle de la santé», 60% des personnes racisées comparativement à 9,4% des personnes blanches. Le ou la professionnelle de la santé m'a crié après ou m'a réprimandé, 58% contre 14%. Donc, ce sont vraiment des résultats choquants qui témoignent, selon moi, de pratiques racistes et de soins différenciés dans les soins de santé reproductive. On a, bon, je pourrais vous présenter plein de données. Je vais quand même sauter, je vois le temps qui file, au volet qualitatif. On a rencontré, je vous l'avais mentionné, 35 personnes lors d'entretiens individuels pour nous partager leurs expériences de violences obstétricales ou gynécologiques ou de soins qu'elles jugeaient irrespectueux. L'objectif de ce volet-là était vraiment de mieux comprendre ces expériences-là, comment elles se sont passées, comment les personnes reconnaissent le phénomène de la violence, quelle conception elles en ont. Donc, on avait vraiment un focus volontaire sur les savoirs situés, euh, donc la perspective située, et sur l'expérience telle que racontée par les personnes visées. Donc, dans cette optique-là, notre recrutement visait vraiment on demandait aux personnes si elles avaient vécu des soins qu'elles jugeaient irrespectueux et violents, et c'est à partir de ça qu'on a constitué l'échantillon. C'est-à-dire que on a tenté évidemment de varier les situations. Donc, on a autant des consultations en matière de contraception, des avortements, des suivis de grossesse, des consultations pour la ménopause, des soins en fertilité. Donc, on a vraiment ratissé large et on a essayé aussi d'aller chercher euh, des personnes avec des trajectoires de vie et des caractéristiques différentes pour tenter c'est ça, de diversifier l'échantillon. Cela étant dit, on n'a pas nécessairement réussi haut la main ce volet-là, en ce sens qu'on a, malgré nos efforts vraiment ciblés de recrutement, malgré l'implication importante des partenaires communautaires, il y a des personnes qui ont choisi de ne pas participer au projet pour toutes sortes de raisons et donc on n'a pas nécessairement les expériences et les voix de tout le monde dans ce projet-là. Les entretiens duraient entre 60 à 90 minutes. Les personnes recevaient une compensation de 50 dollars.
33 femmes, 33 personnes s'identifiaient comme femmes, alors que 2 personnes s'identifient comme non-binaires. Toutes les personnes utilisent par contre des pronoms féminins. Donc, dans la suite des résultats, je vais utiliser le elle. Euh, 6 personnes s'auto-identifient comme appartenant à un groupe ethnoculturel minorisé. Pardon, et 14 personnes rapportent vivre en situation de handicap, dont certaines rapportent vivre avec un handicap ou plus. Une étudiante de maîtrise, Emma Lausier-Bédard, que je supervisais, a réalisé son projet de maîtrise sur les vécus des personnes ayant des troubles de santé mentale et vivant avec le trouble du spectre de l'autisme, a produit un mémoire, un article vraiment très, très intéressant. Euh, Évidemment, c'est un corpus immensément riche, donc on a des données vraiment très, très foisonnantes. On a dû cibler 3 angles d'analyse parce que on aurait pu, en fait, je vais pouvoir analyser ce matériel-là pendant plusieurs années. Donc, en ce moment, on travaille à 3 projets d'articles. Le premier projet d'article qui est déjà soumis porte sur la corporéité et l'intimité. En fait, ce qu'on développe dans cet article-là, c'est que les soins de santé reproductive ne sont pas des soins similaire à tous les autres soins. C'est pas une jambe, un os brisé, c'est pas une otite ou un mal de gorge. Ce sont des soins euh, qui ciblent l'intime, qui ciblent la sexualité, qui ciblent et qui impliquent nécessairement une mise à nu, donc au figuré mais au réel aussi, et donc une certaine vulnérabilité et pour lesquels les femmes et les personnes s'attendent à un contexte de soins euh, plus, comment dirais-je, différent, donc un contexte de confiance et de sécurité. Donc c'est vraiment ce qu'on développe et on démontre en fait euh, que c'est pas le cas, que c'est considéré comme n'importe quel autre soin et qui manque donc d'un espace sécuritaire pour ces soins-là. On travaille aussi tout le processus de reconnaissance des violences obstétricales et gynécologiques. Donc, comment les personnes arrivent à reconnaître et à nommer ces soins-là duquel elles sortent chamboulées, bouleversées, meurtries, comment elles les reconnaissent comme étant des formes de violence. Donc, on mobilise en fait les conceptualisations et les modèles développés notamment dans le champ des violences sexuelles et on propose une conceptualisation qui est propre à ce domaine-là. Évidemment, c'est embryonnaire et on espère que d'autres chercheurs vont pouvoir contribuer aussi à ce champ-là au fil du temps. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont les résultats qui sont liés aux inéquités de pouvoir et donc à toute la trame inéquitable, je dirais, dans les soins entre le personnel soignant et la patientèle. Et donc, c'est ce sur quoi je vais développer. Euh, à propos, je vous ai mis la photo de l'éléphant, un peu comme dans l'éléphant dans la pièce, parce qu'en fait, la question du pouvoir dans les soins de santé, c'est quelque chose qui est peu abordé euh, par la patientèle, mais qui est central. Et nous, dans les témoignages, on n'a pas nécessairement demandé aux gens des questions sur ça, mais ça revenait dans tous les témoignages. On le développe sous 4 thèmes, donc la hiérarchisation des savoirs et de l'expertise médicale, le contrôle de l'information et l'exclusion de la patiente ou de la femme du processus décisionnel relativement à ses soins, l'occupation physique et temporelle aussi de l'espace de consultation. Donc, quelle place a la patientèle face au personnel soignant, même dans l'espace de consultation? Et finalement, l'impératif moral d'être une bonne patiente, qu'est-ce que ça implique et comment ça se joue dans les soins? Pour cette partie-là, j'ai tenté de traduire avec les logiciels d'intelligence artificielle des extraits pour que vous puissiez en prendre connaissance pendant que je vous parle. Je pensais que c'était important d'avoir les mots des personnes pour vous guider. Donc, notre premier thème, en fait, renvoie vraiment
aux environnements de soins qui sont vraiment structurés autour des savoirs rigides, donc des savoirs médicaux rigides et conséquemment, euh, ou les savoirs expérientiels, donc la reconnaissance de certains symptômes, les sensations de douleur, d'inconfort qui sont vécues, exprimées par les patientes, sont banalisées, sont tassées au profit de l'expertise clinique qui est dite plus objective. Donc, il y a une certaine mépris, je dirais, selon les propos des patientes, des participantes, des connaissances et de ce savoir expérientiel-là. Ce que les participantes nous ont rapporté aussi, c'est qu'en fait, elles constataient une autorité médicale qui était au-dessus d'elles, mais au-dessus aussi des autres professions qui pouvaient être impliquées dans la structure de soins. Donc, par exemple, dans une salle euh, d'accouchement, s'il y avait des personnes infirmières ou sages-femmes qui avaient quand même aussi une dynamique qui s'opérait là et qui donnait, qui attribuait à chaque personne en fait comme un rôle ou une place et donc aussi une capacité de prendre la parole, de nommer qui différait selon qui on est et où on est situé. Et il y avait donc cette hiérarchie-là qui était jouée, mais entre les professions elles-mêmes. Mais ce que ça faisait pour les participantes, c'était donc de les reléguer, elles, à un rôle très limité dans leurs propres soins, dans leurs propres soins. Évidemment, ça renvoie ça aussi à toute la notion d'injustice épistémique, hein, où la crédibilité des personnes leur est retirée, notamment parce que les phénomènes n'ont pas de nom, ne sont pas nommés, mais parce qu'on ne leur reconnaît pas non plus la crédibilité pour pouvoir partager des expériences et des connaissances. Le second thème porte sur le contrôle de l'information. Donc, dans ce thème-là, en fait, les participantes nous rapportaient recevoir des informations incomplètes en réponse à leurs questions ou alors des informations très techniques avec un jargon médical qu'elles ne maîtrisent pas ou alors des explications qui surviennent aussi beaucoup trop tard, en fait, pour qu'elles puissent comprendre, questionner et décider, donc fournir un consentement libre et éclairé à leurs souhaits, à leurs soins. Donc, c'est comme si elles étaient exclues du processus de soins parce qu'on ne leur fournit pas l'information. Et quand elles arrivent avec des questionnements, ben, il y a aussi une réponse négative qui va être présente en leur demandant, pour certaines, de faire confiance, donc, de reconnaître un peu l'expertise qui est là. Qu'est-ce que ça fait? Ben, effectivement, ça fait en sorte que les personnes sont s'auto-exclues de leurs soins parce qu'elles n'ont pas l'impression qu'elles sont capables de participer à leur processus de soins. Elles ont donc une autonomie réduite dans le cadre de ces soins-là. Le troisième thème, je vous le mentionnais, renvoie à l'espace de consultation. Ce qu'on dégage en fait des témoignages, des verbatims, c'est que toute la notion de temps et de structuration du temps de consultation va être contrôlée par le personnel soignant. Donc, il va avoir une chorégraphie, en quelque sorte, qui va être là. Donc, c'est comme le médecin qui va initier, elles vont répondre. Il n'y a pas vraiment d'espace pour amener les préoccupations. Donc, tout est déjà planifié avec des questionnaires, des fois avec des séries de questions. Elles n'ont pas l'espace pour émettre leurs préoccupations. Elles rapportent aussi des interactions directives, donc place-toi là, déshabille-toi, euh, etc., etc., qui fait en sorte, en fait, qu'elles ne sentent pas que cet espace-là est un lieu sécuritaire physiquement, mais aussi pour émettre des doutes, pour émettre des questionnements. Elles ont l'impression que le soin leur échappe en quelque sorte. Et si on renvoie à la notion du consentement dans cet espace-là, ben, on dégage une espèce de consentement sous contrainte, en fait, parce qu'elles n'ont pas l'impression
que le consentement peut être réel, mais plutôt que le consentement est implicite et forcé, en quelque sorte, à cause de la structure de la consultation qui se déroule. Le quatrième thème, on a eu beaucoup d'intérêt à le développer, en fait, était présent dans toutes les justifications que les personnes nous rapportaient aussi pour expliquer à la fois les gestes, mais expliquer aussi le rôle qu'elles auraient peut-être pu prendre. En fait, ce qu'on dégage, c'est qu'il y a un impératif à être une bonne patiente. Et qu'est-ce que c'est être une bonne patiente? En fait, c'est d'être coopérative, donc de coopérer aux soins, de ne pas être en opposition, donc de ne pas contredire son professionnel soignant et d'être dans la gratitude, donc d'être, comment dire, d'être reconnaissant d'avoir l'espace de consultation, d'avoir eu la chance de rencontrer un médecin. Donc, il y a vraiment une attente sociale, une attente dans le bureau de consultation de comment la personne doit agir. Et ça amène certaines personnes à deux choses. Donc, des fois, à ce que j'ai nommé étant la conformité stratégique, c'est que face à cette pression-là, certaines femmes décident consciemment de d'accepter certains gestes, mais pour pouvoir en négocier d'autres, ou d'accepter certaines choses qui ne leur conviennent pas, qu'elles ne veulent pas, pour ne pas heurter, pour maximiser leur chance d'avoir un suivi ou d'avoir un référencement vers un spécialiste ou un autre. Donc, il y a vraiment une gymnastique presque d'évaluation des avantages, désavantages à nommer ses besoins, à nommer ses limites pour ne pas être pénalisé. L'impératif moral d'être une bonne patiente va aussi amener un certain processus de blâme et d'internalisation des comportements irrespectueux ou violents qui sont posés en se disant, ben, peut-être que les trois autres personnes avant moi ont posé aussi beaucoup de questions, ça l'a mis en retard, puis là, moi, j'arrive, puis je pose aussi des questions. Donc, il a réagi comme ça parce que j'ai moi aussi ajouté à la lourdeur. Ou alors, ben, c'est vrai que je suis une personne qui a toujours des questions, ou c'est vrai que je suis une personne, tu sais, sensible. Donc, peut-être que il était pas si brusque que ça avec moi, mais que c'est moi qui étais trop sensible. Donc, il y a vraiment, en fait, un- une silenciation, je sais même pas si ce mot-là existe en français, mais une mise sous silence de ses besoins, euh, de son ressenti, de ce que la personne souhaite exprimer pour ne pas déplaire. Et ça contribue aussi, malgré elle, à rendre le soin euh, encore moins représentatif ou encore moins fidèle à ce qu'elles souhaitent et à ce qu'elles ont besoin. Et je vois le temps qui file, donc quelques conclusions. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que tant que les données quantitatives et qualitatives partielles que je vous ai présentées aujourd'hui menacent l'intégrité des patientes et de leurs droits, donc sous différents aspects, autant le processus décisionnel, autant la capacité de refuser des soins, autant l'établissement d'une relation, autant la capacité à consentir ou à refuser des soins. Donc, tous ces éléments-là, on le constate au Québec, dans certains soins de santé reproductive, sont menacés. Les soins de santé en santé reproductive sont pas des soins comme les autres. La patientèle s'attend au respect de son intimité et de son intégrité, sa sexualité, les phénomènes qu'elle vit fait partie d'elle d'une façon holistique et elle s'attend à ce que ça ne soit pas découpé comme étant uniquement des organes reproducteurs, mais que ça soit englobé dans un soin qui la considère dans sa totalité. Euh, Ce qu'on constate aussi, en fait, ce qu'on développe, c'est que les enjeux de pouvoir qui sont rapportés, notamment dans les entretiens qualitatifs, sont pas uniquement des choses liées
aux professionnels soignants comme tels, mais s'inscrivent dans une structure de soins. Donc, comment les gens sont formés, comment les soins sont organisés. Donc, c'est vraiment un niveau systémique aussi. Et donc, on doit nécessairement travailler à ce niveau-là. La réduction des asymétries de pouvoir, c'est pas optionnel, c'est vraiment excessivement important pour développer des soins humains et centrés sur la patientèle. Je termine avec deux petites choses. C'est extrêmement important pour le bien-être et la santé des femmes et des personnes qui nécessitent des soins de santé reproductive de nommer, reconnaître et dénoncer les violences obstétricales et gynécologiques, même si c'est un terme qui heurte le personnel soignant et que ce sont des violences basées sur le genre qui nuisent réellement à la santé des femmes. Geneviève, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Sylvie. C'était extrêmement clair et intéressant. Oui, peut-être qu'on peut laisser la prochaine diapositive devant vous pendant qu'on déroule la discussion, de sorte à ce que si des personnes doivent quitter avant 15 heures, vous puissiez avoir accès au code QR pour le formulaire d'évaluation qui est très important à compléter avant de quitter le webinaire. Donc, merci beaucoup, Sylvie, pour ta présentation. Maintenant, c'est le moment de prendre les questions et réponses et vous pouvez les écrire dans le QNR qui est au bas de votre écran. Donc, la première question qu'on a, c'est est-ce que certaines patientes ont accepté des soins devant le docteur pour éviter de se disputer ensuite pour refuser une partie des soins offerts? Sylvie? Est-ce que tu peux juste m'assurer que je comprends bien? Donc, si les personnes ont On, on, accepté, Oui, pour éviter, je pense que tu l'as dit déjà un peu, mais je sais pas si tu veux plus commenter là-dessus, dans le sens que quand tu expliquais comment les décisions sont filtrées par la Mhm. patiente de sorte à pas se nuire par la suite. Je pense que c'est un peu Ben, ça l'esprit de la tout à question qu'on fait. a Écoutez, devant nous. on a eu vraiment des témoignages qui ont fait état de toute une réflexion sur ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Je sais pas c'est comment dans le restant du Canada, mais au Québec, l'accès à des médecins est pas facile, hein. Les gens ont de la difficulté à avoir des médecins de famille, à avoir des rendez-vous avec leurs médecins de famille. C'est encore plus compliqué pour consulter des médecins spécialistes. Donc, les gens sont prêts à piler, les participantes qu'on a rencontrées, à piler sur des qualités de soins ou des éléments tolérés des soins qu'elles savent intrinsèquement comme étant inappropriés euh, pour pouvoir avoir le stérilet qu'elles désirent, avoir la contraception qu'elles désirent, avoir accès aux prochains spécialistes. Donc, oui, c'est vraiment des choses qu'on a constatées dans les entretiens individuels, malheureusement. Hmm. Merci Sylvie. La prochaine question, c'est sur le contrôle coercitif. À savoir, certains comportements que tu as décrits dans ta présentation ressemblent beaucoup à ce qu'on voit en violence conjugale, mais dans une relation avec un partenaire intime où il y a du contrôle coercitif. Et est-ce que ça serait pertinent d'étirer ce concept-là de contrôle coercitif à la pratique de certains professionnels de la santé, selon toi? C'est une réflexion intéressante. Écoutez, je pense que tu sais, je mentionnais un peu plus tôt que la notion d'intention n'a pas à être présente pour qu'on reconnaisse un geste comme étant une forme de violence. Je fais quand même une distinction, moi, entre les dynamiques de violence conjugale où on a vraiment un partenaire, une partenaire qui cherche à avoir un contrôle, une mainmise sur sa partenaire pour toutes sortes de raisons. Dans un soin de santé, on n'a pas la même fréquentation, c'est-à-dire que les avantages d'avoir un contrôle sur l'autre ne sont pas les mêmes. Donc, je pense pas que c'est exactement les mêmes dynamiques. Par contre, il y a des enjeux de pouvoir qui sont là, qui s'apparentent aussi à certains éléments qu'on peut retrouver dans le contrôle coercitif, notamment, tu sais,
quand on parlait justement accepter certains soins, de crainte de pas avoir d'autres choses, ben oui, ça fait penser aussi au comportement que certaines personnes victimes de violences conjugales vont adopter pour ne pas euh, déclencher un épisode de violence ou pouvoir, tu sais, donc un peu acheter la paix, c'est un peu ce que des personnes nous ont rapporté aussi. Donc, il y a certains parallèles à faire, mais je les conceptualise pas de la même façon. Mais écoute, c'est intéressant, peut-être que je vais éventuellement changer d'avis aussi, mais à brûle pour point, c'est un peu ma réponse. OK, merci beaucoup. Moi, personnellement, vu que je vois pas d'autres questions en liste, là, je vais poser une question moi-même. J'ai été complètement choquée par les taux du volet quantitatif des indicateurs que vous avez mesurés. Je savais que ces comportements-là se produisent j'espérais parfois dans le système de soins, mais je pensais pas que c'était aussi fréquent que ça, puis des comportements quand même assez sévères. Qu'est-ce que tu penses, parce que là, il reste un volet à faire à ton projet par rapport au point de vue des professionnels de la santé qui est en train de se faire. C'est quoi les étapes, là, un, deux, trois, des changements qui seraient à faire ou les messages à envoyer, les transformations un peu plus structurelles à faire. Puis on sait que le système de la santé est difficile à bouger parce que c'est une grosse machine. Donc, pourrais-tu commenter un peu sur ça, les suites à donner à cette recherche vraiment novatrice? Merci. Euh, c'est une bonne question aussi. En fait, il y a plein d'éléments qu'on peut saisir. Le premier, c'est vraiment la sensibilisation parce que pensons aux infirmières, infirmiers, aux sages-femmes, aux médecins. Il y a personne qui passe à travers une formation universitaire et des conditions de travail, je veux dire, avec des horaires difficiles, une charge de travail immense comme ça, avec l'intention de blesser, de heurter les personnes qu'ils consultent. Donc, vraiment, et je le dis très, très sincèrement, je ne crois pas que les gens ont l'intention de blesser. Je pense qu'il y a une façon de concevoir le corps, concevoir le soin paternaliste, beaucoup, euh, une façon peut-être de considérer euh, la santé comme un produit, comme, tu sais, dans une vision, je dirais, un peu capitaliste. Donc, tu sais, il y a tous ces éléments-là, je pense qu'on pourrait sensibiliser, revoir, mais sensibiliser aussi à partir des besoins que nous ont partagés les femmes. Donc, il y a tout un autre volet que je vous ai pas présenté aujourd'hui où les femmes nous partageaient, les femmes et les personnes nous partageaient vraiment leurs idées, leurs recommandations pour des soins. Et ça passe vraiment par l'établissement d'une relation. Donc, d'être accueilli, de se faire saluer, qu'on se présente avant de se demander d'enlever la petite culotte puis de se mettre les fesses sur le bout de la table de consultation. Tu sais, donc, tous ces éléments-là, sont possibles quand on a du temps pour une consultation. Et en ce moment, les consultations, c'est 10 minutes. Donc, tu sais, je pense qu'il y a des façons de revoir. Donc, oui, on a des suites pour ce projet-là aussi, qui visent justement à sensibiliser, à informer, à travailler en collaboration avec le personnel soignant pour réfléchir, plus à ces éléments-là. Un peu comme on a fait dans le fond avec les violences conjugales et sexuelles et les initiatives de tribunaux spécialisés. Ce sont des violences qui sont différentes des autres crimes en général et il faut les traiter avec plus d'attention, plus de sensibilité. J'aurais peut-être une dernière question, puis ensuite on va mettre fin au webinaire. Assurez-vous d'avoir scanné le code QR et répondu au formulaire d'évaluation après la rencontre. Une question très intéressante sur les catégories dont tu as présenté des résultats sur comment les femmes racisées sont hautement davantage victimisées dans le contexte médical. Est-ce que la question, c'est est-ce que d'autres catégories d'appartenance sociale ont été analysées ou vont l'être, euh, autres que, par exemple, le capacitisme, la classe sociale, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, etc.
Oui, Oui. on le fait aussi avec la langue. Donc, au Québec, on vit en français et il y a donc des personnes pour qui le français n'est pas la langue maternelle. Il y avait aussi des discriminations qui étaient vécues, donc des soins qui n'étaient pas les mêmes euh, pour ça. Et vous savez peut-être qu'au Québec, il y a eu aussi des demandes à ce que les soins soient donnés en français, donc par un gouvernement. Donc, les personnes pour qui la langue n'est pas le français rapportent aussi des taux plus élevés. On n'avait pas un échantillon suffisamment important euh, au niveau quantitatif de personnes qui vivent en situation de handicap pour être capable de faire ces analyses-là. Mais oui, on est en train de travailler à des analyses secondaires plus pointues sur la base de données parce qu'on aimerait bien être capable, non pas de faire de façon isolé, mais d'une façon vraiment une réflexion intersectionnelle, donc d'être capable de présenter un état des lieux, en fait, en fonction d'une intersection de différentes identités minorisées. Et c'est ce sur quoi on travaille au cours des prochaines semaines. Parfait. Merci beaucoup. Et alors, ça m'appelle à vous inviter à vous tenir au courant des prochaines publications et conférences qui vont découler de ce gros projet-là. Merci à nouveau, Sylvie, pour la présentation. Merci à l'équipe AVA pour l'organisation, toute la logistique autour. On vous invite à suivre les prochaines activités AVA. Et merci pour votre présence en grand nombre cet après-midi. Bonne fin de journée.